Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi, Jérôme Laverny. Bienvenue dans les vraies voix de l'emploi. On est ravis avec Philippe David de faire cette émission qui vous permet en tout cas de trouver des solutions, de réfléchir, d'échanger, de dialoguer, de débattre. Et avec notre spécialiste Jérôme Laverny. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. Merci Jérôme chaque semaine de nous apporter des solutions. Et on va en parler jusqu'à 20h. Et au sommaire de cette émission, le droit du travail s'est-il adapté aux dernières mutations du monde du travail, justement, aux bouleversements qui se multiplient notamment depuis la crise sanitaire, développement du télétravail, abandon de poste pour changer de vie, voire changer de région. Ces phénomènes qui s'accélèrent depuis la crise sanitaire ont bouleversé les habitudes du monde du travail. Le droit du travail a-t-il suivi ? Sommes-nous tous égaux devant le droit du travail ? Faire valoir ses droits au prud'homme relève parfois d'un véritable parcours du combattant, un parcours long et onéreux. Si le code du travail est le même pour tous, son épaisseur, les tarifs et les délais des différentes juridictions remettent en cause le véritable droit des petites entreprises et des salariés isolés. Et puis l'EPID, établissement pour l'insertion dans l'emploi auprès des jeunes, est une belle réussite. Soutenir et accompagner de jeunes volontaires, souvent sans diplôme, pour bâtir en quelques mois un véritable projet professionnel. On va en parler aussi. Comment concevoir une formation qui se transforme en emploi ? Le CFA Stephenson adapte ses parcours aux besoins des entreprises et aux désirs et capacités des candidats. Bienvenue dans les vraies voies de l'emploi et avec notre expert Jérôme Laverny. Les vraies voix Sud Radio. Et on démarre, Jérôme, par le développement du télétravail avec une hausse de 14% en 3 ans, ce qui est assez énorme. Et puis 29% des salariés se disent prêts à déménager, des phénomènes qui se sont accélérés depuis la crise du Covid, des sujets qui forcément concernent le Conseil des prud'hommes. Et sont absolument passionnants quand on les considère quelques années plus tard, après en avoir évoqué un certain nombre de fois, parce que au commencement était le verbe, c'est pas simplement qu'une formule biblique, c'est un fonctionnement français. En fait, on aime bien beaucoup parler en France avant que d'agir. Et alors là, s'agissant du télétravail, je renvoie à une émission sur ce même plateau que l'on avait faite avec Julia de Funès et où on faisait le constat d'un faible développement du télétravail alors que la loi avait déjà démarré. On avait déjà commencé à parler mais à peu agir. Il a fallu que la situation soit soumise à l'établi de la réalité, de la situation concrète, notamment de la crise sanitaire, pour que tout d'un coup, par la force des choses, par exemple, le télétravail se développe, se multiplie, ou rende d'ailleurs parfois de certaines entreprises, de certains DRH qui, frappant dans leurs mains à l'issue du confinement, sonnaient les cloches de la récréation. Les vacances sont terminées, disait-il pour certains d'entre eux, de façon très intime et assez discrète. Ouais. Bon, voilà. Alors maintenant, il s'agit de considérer, c'est pour ça que c'est passionnant, en quoi cette soumission à l'établi de la réalité est maintenant est-elle digérée dans les bancs des tribunaux par les avocats, aujourd'hui d'une façon judiciaire, juridique, et c'est purement passionnant. Et on va en parler avec nos invités. Isabelle Caillebotte, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes DRH d'une compagnie d'assurance. Pas du tout. D'une mutuelle, d'assurance et conseillère prud'homale. Et avec nous, maître Harold Berrier, avocat. Bonsoir. Avocat en droit social au cabinet IDES. Est-ce que vous avez justement, ce que disait Isabelle Caillebotte, perçu ce qu'avait dit Jérôme, l'irruption de nouveaux types de contentieux depuis la crise du Covid ? Alors, pas vraiment en fait, c'est assez étonnant, mais donc moi je suis conseillère prud'homme à Paris, employeur, et on a en fait une minorité encore de cas qui sont liés au Covid. En fait, on n'arrive pas vraiment à avoir à tracer en fait les difficultés des salariés par rapport à ces problématiques du Covid. Elles sont pas arrivées en fait complètement jusqu'à nous, conseillers prud'homme. Pour autant, de ce que l'on sait des prérogatives qui ont été déclinées et de la réalité de son application dans les entreprises, est-ce que vous présagez qu'il puisse y avoir à l'avenir des difficultés qui surgissent dans les modalités d'application du télétravail au sein des entreprises. Bien dans le micro, Jérôme, parce que là, vous partez à un mètre. Alors, en tant que DRH, je préfère peut-être répondre plutôt en tant que DRH. Je pense que si les DRH et les entreprises ne s'adaptent pas aux problématiques de télétravail, aux envies de télétravail des salariés, oui, ça va poser des soucis. Parce que le télétravail, c'est déjà nous, dans mon entreprise, on a signé notre accord en septembre 2020. Donc on a mis que 6 mois. En fait, on a bien sûr été comme beaucoup d'entreprises sous le coup de la Covid, mais on a mis que 6 mois en fait à réagir et on a donc signé un accord télétravail 2 jours par semaine en septembre 2020. Mais maintenant, ça devient vraiment
par rapport, par exemple, à l'activité recrutement, c'est un atout d'avoir un accord télétravail pour les entreprises. Donc je pense que ça va... Et pour les salariés aussi. Et bien sûr, pour les salariés aussi, bien sûr. Parce que, voilà. Maître Bernier, quels sont les dangers à éviter en matière de télétravail? Parce qu'après, il faut prouver les horaires de travail, il faut prouver beaucoup de choses quand même. Alors oui, effectivement, on peut qualifier ça de danger. Il y a des choses qu'il faut savoir et qu'il faut contrôler. Cadrer, Voilà, pour reprendre votre exemple, la question du contrôle de la durée du travail et des horaires de travail des salariés est effectivement un vrai sujet. La question d'ailleurs n'est pas toujours bien résolue dans les accords ou parce que l'accord n'est pas indispensable lorsque l'employeur, par exemple, met en place une charte de télétravail de manière unilatérale. Moi, j'ai pu constater, en particulier, vous l'évoquiez avec la crise du Covid, le télétravail, il est arrivé un petit peu par la petite porte. D'abord, on l'a mis en place, parfois combiné avec de l'activité partielle. On déterminait quels salariés pouvaient télétravailler. Puis après, effectivement, on a mis en place le télétravail de manière plus systématique. Mais beaucoup de choses n'étaient pas abordées, n'étaient pas maîtrisées, n'étaient pas appréhendées par les employeurs. Donc oui, il y a cette question effectivement de la durée du travail. Il y a la question d'une manière générale du bien-être du salarié dans son télétravail, parce que le télétravail a ce site particulier qu'il est finalement, les études le montrent, très clivant en fonction de la classe d'âge. Oui. Quand vous avez 40, 45 ans et plus, que vous avez de l'espace chez vous, une vue sur un beau jardin, c'est très sympa de télétravailler. Ça l'est beaucoup moins quand on est jeune, qu'on débute dans la carrière, qu'on attend de la formation, qu'on attend de l'émulation, des contacts avec une collectivité de travail pour se construire en tant que professionnel. Donc il y a à la fois des sujets qui touchent au droit, et puis il y a aussi des sujets qui de manière plus générale touchent à la partie RH, beaucoup plus. Est-ce que justement ce télétravail, Isabelle Calbotte, on peut imaginer qu'il y a des entreprises qui permettent à leurs salariés d'être 100% en télétravail? Est-ce que c'est quelque chose qui est in fine, qui est réalisable, puis avec toutes les contraintes que Maître vient d'évoquer? Moi, à mon avis, c'est pas réalisable, parce qu'en fait, une entreprise, c'est quand même une communauté de salariés qui se voient et qui ont un projet ensemble, et à un moment, il y a un minimum de vécu ensemble. Donc si on se voit jamais, même si on a des outils informatiques et de télétravail extrêmement performants, ça remplace pas le fait de rencontrer la personne à la pause café, et ça c'est quand même fondamental aussi dans une entreprise. Justement, l'humain, aujourd'hui on parle beaucoup d'humain, vous en parliez, la cohésion, le fait de faire des réunions, de se voir, de se parler, de se croiser à la machine à café, de réfléchir à des sujets hors cadre de réunion, a changé. Le télétravail, tout ça, c'est terminé. Ça veut dire que il y a une perte peut-être de confiance en soi, on va perdre beaucoup de choses à rester chez soi toute la journée. Alors effectivement, si on en croit les études, et ce qui est intéressant là encore, c'est que selon les commanditaires des études, elles ne produisent pas les mêmes résultats. Il n'y a pas de lien de cause à effet. Écoutez, je vous laisse répondre à la question, mais le fait est que oui, il y a un certain nombre de points potentiellement négatifs, notamment sur les risques d'isolement, sur l'accroissement des risques psychosociaux. On voit aujourd'hui effectivement des sujets de cet ordre. On voit aussi des sujets qu'on n'imaginait pas forcément. On voit des problématiques, vous parliez des contentieux qui peuvent apparaître. C'est pas forcément en France, mais il y a eu une affaire médiatisée de salarié qui s'est fait licencier pour avoir refusé de laisser sa webcam ouverte pendant des sessions de visioconférence. Donc il y a effectivement des sujets de cette nature, mais moi je suis plutôt optimiste par rapport à tout ça. Je pense que les entreprises vont appréhender les sujets, elles apprennent en même temps qu'elles marchent, et donc ces problèmes vont finalement être maîtrisés. En tout cas, je le souhaite. Jérôme, ça pose un problème. Finalement, on se rend compte que rien n'est simple. C'est-à-dire qu'avant, on avait pensé que tout était cadré. Déjà, c'était compliqué. Oui. Là, effectivement, on arrive avec d'autres paradigmes qui montrent la dureté parfois de la relation entre le salarié et l'entreprise. On a vu des entreprises se surprendre des difficultés découlant du télétravail, notamment en termes managérial, ne prévoyant pas, notamment, que certains managers qui l'étaient de façon très efficace en présentiel ont été eux-mêmes très déboussolés par le fait de
de gérer des gens à distance, avec une difficulté de définir la mesure d'activité. Comment faire, si ce n'est qu'en étant oppressant à imposer des heures, en particulier des tâches et des statistiques qui sont tout d'un coup devenues vraiment un petit peu oppressantes du point de vue de l'actualité. Alors il faut rappeler aussi que quand on parle de développement de travail, vous le rappeliez, Cécile, au démarrage de l'émission, 15% en plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 2019, on est à 7% de salariés. Aujourd'hui, on est à 23%. Ça veut dire aussi que sur un site internet comme celui de l'APEC, qui propose des offres d'emploi pour les cadres, il y a désormais un onglet sur le télétravail. Il apparaît immédiatement. Absolument. Et sur 90% des annonces, il en est fait mention. On reste avec nos invités pour la deuxième partie de cette émission et on verra si nous sommes tous égaux face à la loi. Les petites entreprises, les salariés se sentent souvent en matière de droit un peu gênés. Donc on va répondre à toutes vos questions et puis vous pouvez nous appeler 0826 300 300. On a des spécialistes sur le télétravail et sur le droit social. Restez avec nous. C'est les vraies voies de l'emploi jusqu'à 20h. Bienvenue dans les vraies voies de l'emploi. On parle bien entendu de tout ce qui a un rapport de près, de loin avec l'emploi pour vous donner des idées, des solutions, apporter peut-être des réponses à des questions auxquelles vous souhaitez des réponses. En tout cas, on est là avec Jérôme Laverny. On revenait justement sur ce télétravail. Jérôme, on évoquait hors antenne et on va rebondir là-dessus avec nos invités sur cette inégalité du télétravail aujourd'hui. Parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup entre 2, 3, 15, 7 jours, mais il y a plein aujourd'hui de salariés qui n'y ont pas droit. Oui, accessoirement, alors ça n'a rien de juridique ni de judiciaire bien entendu, mais le télétravail a permis de faire apparaître ce qui quand même était relativement évident, en tout cas ce qui pouvait être déduit de façon assez simple avec un peu de bon sens, c'est qu'une frange de la population n'a pas la maîtrise de l'outil informatique, n'a pas d'outil informatique, n'a pas forcément un accès à Internet relativement aisé et a le droit d'ailleurs, de ne pas avoir un outil informatique et de ne pas s'en servir. Ce n'est pas une honte, ce n'est pas une calamité, mais tout d'un coup on s'est aperçu que par exemple, aujourd'hui l'usage de Doctolib qui s'est largement généralisé, eh bien suppose que dans la population senior, ce soit relativement difficile. Alors, ce qui peut laisser présager. Mais revenons donc à l'opposition entre le verbe, la parole, le blabla et l'action à proprement parler. C'est vrai que, moi, désolé, on est en présence de professionnels du droit, mais il y a toujours un adage qui m'a toujours un peu surpris, voire fait tomber les quelques rares cheveux qu'il me reste. Nul n'est censé ignorer la loi. Alors oui, je veux bien, mais enfin, si on prend la peine de l'étudier pendant quelques années, c'est qu'il y a quelques difficultés à la clé. Or, il se trouve que cette difficulté, le coût, la longueur des procédures parfois, eh bien, ont pour résultat que les petits salariés, les petites entreprises se trouvent confrontées à, certes, disposer de droits, les connaître, c'est un autre débat, mais les faire valoir, c'est un autre débat encore plus fastidieux. Et c'est ce dont on va parler. Oui, Isabelle Caillebotte, vous êtes DRH de MIF Assurance, c'est bien ça, et conseillère prud'homale. Justement, sur ce, est-ce que, c'est la grande question, est-ce qu'on est tous égaux face au droit aujourd'hui ? Alors écoutez, je pense que c'est vrai que quand vous vous présentez devant le Conseil des prud'hommes et que vous n'êtes pas accompagné d'un avocat, ça facilite pas les choses. Ouais. C'est possible. Sachant qu'il y a 2 étapes devant le Conseil des prud'hommes. Il y a d'abord le bureau de conciliation, où bon, là c'est encore relativement simple. Ensuite, quand il faut plaider devant 4 personnes, 2 conseillers salariés, 2 conseillers employeurs, ça peut être impressionnant. Et puis il y a bien sûr un certain jargon aussi qui est utilisé. Donc voilà. Donc je pense que c'est possible, ça reste possible. J'ai eu des exemples de personnes qui se défendent seules. Ils ont d'ailleurs, c'est tout à fait possible. C'est même voilà, c'est autorisé par la loi. Hein, voilà. Mais ça, c'est pas très facile. Oui, le chemin est tendu. Maître Berrier, est-ce que vous, en tant qu'avocat spécialiste du droit, il y a parfois des décisions où on dit totalement le contraire entre le prud'homme et la cour d'appel et où parfois c'est complètement incompréhensible? Alors, des décisions de cour d'appel qui réforment des jugements de première instance, c'est assez fréquent. Alors, j'ai plus la statistique en tête, mais de mémoire, on est à plus d'1 sur 2. Est-ce que pour autant on est en mesure de comprendre pourquoi il y a cette différence? Pas toujours, pas toujours, parce que c'est un fait, les décisions de première instance sont parfois motivées de manière très succincte, donc il n'est pas toujours évident de percevoir de manière détaillée le raisonnement qu'a suivi le premier juge. Mais en tout cas, ce qu'il faut garder en tête, c'est que quand on arrive devant la cour d'appel,
on rejuge l'entier dossier. Donc c'est un autre regard qui est porté par les magistrats professionnels que celui des conseillers prud'hommes. Donc on a parfois, je dirais, sur les jugements comme sur les arrêts, on a parfois des avis divergents. On peut être surpris par la motivation et par la solution dégagée. Mais est-ce qu'il vous arrive de dire ou de constater qu'une procédure, certes, pourrait avoir tout l'aspect d'être légitime, mais franchement, va correspondre à un chemin tellement long et tellement coûteux que clairement, il est préférable le jeu n'en vaut pas la chandelle, tant pour un salarié que pour une entreprise. Alors, le principe, la question se pose surtout pour le salarié, puisque c'est lui qui va être en demande dans la grande majorité des cas, et la réponse à votre question est très clairement oui. Oui, parce que aujourd'hui, il y a une complexification de l'accès aux juges. Il faut quand même se souvenir que des réformes ont été faites. L'homme de la rue ne le perçoit pas, mais sous le quinquennat Hollande, il y a une réforme notamment de la procédure d'appel qui a été faite, qui a eu pour objectif et pour effet de sortir la procédure d'appel des jugements des conseils de prud'homme de ce qui était un peu, je le dis et je me mets dans le lot, une procédure pour les nuls, qui était simplifiée et qui l'a fait rentrer dans le droit commun de la procédure civile. Les conséquences de tout ça, c'est plus de complexité, une arrivée de la procédure et un impact de la procédure et de ses règles qu'on ne connaissait pas auparavant dans le contentieux prud'homal, et donc effectivement une plus grande complexité et un surcoût parce qu'il faut faire appel à des avocats qui maîtrisent davantage cet aspect procédural, et parce que les procédures sont plus longues et plus complexes aussi, notamment. Isabelle Caillebotte, chez vous, est-ce que finalement les relations entre les salariés et les entreprises, avec toutes les formes de façon de travailler, se sont tendues dans le cas d'un conflit? Est-ce que, ou au contraire, les choses se sont apaisées, où il y a plus de dialogue et on peut effectivement éviter les prud'hommes ou passer en conciliation et trouver des systèmes annexes ou connexes? Moi j'ai plutôt l'impression que ça c'est plutôt, les conflits sont plutôt atténués et que c'est un petit peu plus, c'est un petit peu moins tendu qu'auparavant. Donc, qu'est-ce que vous conseillez? Est-ce que quand on vient vous voir, par exemple, dans votre bureau en tant que DRH, vous conseille, il faut bien spécifier parce que ma position n'est pas la même. Donc, même dans votre relation de DRH avec les salariés qui viendraient vous demander des conseils, c'est difficile. C'est une très grande partie de mon job. Je dirais presque la moitié de mon job, c'est du conseil aux salariés. Donc ça peut être du conseil sur une formation, mais ça peut être du conseil aussi sur j'ai des difficultés avec mon manager, qu'est-ce qu'on peut faire, je suis démotivée, ça peut être un certain nombre de sujets comme ça, et là la directrice des ressources humaines, elle est là aussi pour mettre du lien entre les gens. C'est pas qu'une experte du droit, une experte des procédures. Tout de suite. Absolument. Parce qu'on voit beaucoup de plus en plus d'abandon de poste, il y a pas mal de choses, on entend ce mot de plus en plus souvent. Alors là, moi, là où je travaille, j'ai pas d'abandon de poste, donc ça veut dire qu'a priori, je pense que les gens sont encore assez motivés, mais c'est vrai que ça peut être tentant de se dire je change de vie, ou j'ai 10 ans d'expérience, je change de vie, je pars en province et je vais faire complètement autre chose. Mais après, je pense qu'il faut être réaliste aussi avec le marché de l'emploi, et puis et je suis pas sûre que ça soit toujours une bonne décision. Est-ce que le code du travail est trop lourd, pèse trop lourd, à l'un comme à l'autre? C'est un code qui pèse lourd. Ça, si on va pas dire. C'est énorme. Voilà. On a très peu de temps, allez-y. Je dirais, en tant qu'avocat, on ne peut que constater effectivement qu'il ne cesse de prendre de l'épaisseur. Et effectivement, il y a le grand mal de notre droit, c'est pas tant sa complexité, à mon avis, c'est son instabilité. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Isabelle Caillebotte, DRH d'une compagnie de mutuelle, MIF Assurance, conseillère prud'homale, et merci beaucoup Maître Harold Berrier, avocat en droit social chez IDES, cabinet IDES. À suivre dans quelques instants, on va parler emploi, mais on va revenir avec Marie-Josée Gallas, qui ouvre les portes de l'Épide à Montry, un des nombreux centres pour les jeunes, souvent sans diplôme, qui cherchent un but, une destinée, et à qui on offre un nouvel élan et horizon professionnel. On en parle dans quelques instants, c'est les vraies voix de l'emploi, c'est jusqu'à 20h. Je vous souhaite la bienvenue sur Sud Radio.